Bonjour à tous, merci d'être présents sur le live de How to Be. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité avec deux invités et on effectuera leur présentation comme d'habitude, on posera nos questions et puis ensuite on vous laissera du temps pour interagir avec eux, pour leur poser des questions, qu'on leur relaiera et ils vous répondront en direct. Donc on va sans tarder. Première question pour Stéphane et Driss. Pouvez-vous vous présenter votre parcours académique et professionnel? Merci, bonjour à tous. Parcours académique, ça risque d'être un peu long parce que je me suis un peu éternisé, mais bon, je vais vous décrire ça le plus rapidement possible. Sinon, actuellement, je suis l'adjoint au Centre de sécurité économique et protection des entreprises à la direction générale de la gendarmerie nationale. Alors, lui est sous le feu des projecteurs en ce moment, mais bon, c'est pas du tout. Je m'occupe de sécurité économique. Au niveau parcours académique, j'ai commencé par Sciences Po. À l'époque, ça s'appelait une maîtrise parce que bon, ça commence à dater. Donc, j'ai fait une maîtrise de Sciences Po à l'Université libre de Bruxelles. Dans le même temps, j'ai fait une maîtrise de sociologie. Et ensuite, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un DEA. Ça n'existe plus, c'est un master recherche, un master de recherche, si ça avait un équivalent aujourd'hui, en politique internationale. Alors tout ça, c'est bien, mais il a fallu aller travailler quand même. Et j'ai été conseiller en entreprise pour un projet de développement transfrontalier des entreprises franco-belges, où j'étais en charge de questions relevant du secteur agroalimentaire et du BTP. J'ai fait ça pas très longtemps pas parce que ça me plaisait pas, mais j'avais envie d'autre chose. Et je suis rentré à l'école militaire en France un an après environ, où j'ai fait ma carrière de militaire de la gendarmerie mobile et puis état-major national. Et arrivé à l'état-major national, j'ai repris le chemin plus académique en faisant l'école de guerre économique à Paris et dans la foulée une thèse de doctorat à Paris 1 en sciences de gestion. Voilà en quelques mots, et j'ai pas pu faire plus court, désolé. Non, tant mieux. Plus c'est exhaustif et mieux c'est. Et justement, professionnellement, donc il y a la première expérience dont vous nous avez parlé, et vous avez directement intégré la sécurité économique à la gendarmerie nationale. Exactement. Avec quand même un passage en unité opérationnelle, parce que c'est une obligation en sortant de l'école militaire. Donc j'ai fait 5 ans de gendarmerie mobile. Donc ça, c'est un peu plus d'actualité, comme je disais tout à l'heure. J'ai fait 5 ans d'escadron de gendarmerie mobile avant de rejoindre l'état-major national, la direction générale à la gendarmerie, pour faire de la sécurité économique. Et c'est là que j'ai, pour un souci d'être le plus compétent possible, en tout cas, j'essaye. Et je me suis inscrit dans ce parcours de l'école de guerre économique pour avoir tous les tenants et aboutissants de mes fonctions. D'accord. Merci en tout cas pour cette brillante présentation. Et on peut passer à Driss. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et de ton parcours professionnel? Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Driss Garmoul. J'ai fait après le baccalauréat, je suis rentré à Sciences Po Paris en double cursus avec la Sorbonne Paris 4. C'était une double licence sciences sociales et philosophie. Et j'ai continué en master, parce que j'ai pris une spécialité affaires publiques à Sciences Po Paris et un master de recherche en philosophie politique et éthique. Et à l'issue de ma formation, j'ai fait un premier stage de fin d'études à l'UNESCO, au Centre du patrimoine mondial, où j'étais chargé de la protection des sites de la région arabe en conflit, donc spécialement sur la Syrie, l'Irak et la Libye. Et dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai été dépêché par le chef du protocole de l'UNESCO, qui m'a demandé de le rejoindre
dans son équipe et j'ai été officier du protocole de l'UNESCO pendant 1 an, donc premier collaborateur du chef du protocole. Et après cette expérience à l'UNESCO, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'entreprise Atos en tant que consultant cybersécurité. Donc j'ai rejoint Atos pendant le confinement et donc j'y suis maintenant attaché au sein de la division Big Data et Sécurité de Atos France. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais revenir à une question aussi qui s'adressera à vous deux. C'est est-ce que vous pouvez nous décrire une de vos journées types? Quelles sont vos problématiques quotidiennes, bien sûr en gardant des choses probablement qui sont confidentielles, mais quelqu'un qui travaille dans la cybersécurité comme vous le faites, quelles problématiques va-t-il rencontrer au quotidien et comment devra-t-il faire pour les résoudre? Alors, Question pour... moi, je dirais que la journée commence toujours par un café. C'est déjà alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça permet de faire le point avec ses collègues avant d'entamer l'année où chacun sera devant son écran. Hein. Donc c'est un moment qui est important aussi pour faire le point sur ce qu'on a à faire et bien se coordonner. Donc le café est loin d'être inutile. Et ensuite, mais la mission, je dirais, c'est pour nous à la gendarmerie, c'est de détecter sur l'ensemble du territoire, y compris outre-mer, des entreprises d'atteinte de type cyber. Alors, de type cyber essentiellement, mais pas que. Hein. Moi, je dirais ma mission, c'est la sécurité économique de façon globale, y compris les aspects cyber. En matière de sécurité économique, on traite de l'information, c'est de l'intelligence économique, hein, on traite de l'information stratégique pour les entreprises. Cette information étant dématérialisée, eh bien forcément, elle est vulnérable aux attaques de type cyber. Hein. Donc, je dirais que 80% de notre activité, c'est ce qui concerne ce qui se passe dans le cyberespace. On va essayer de détecter ce qui se passe, les grandes tendances, ou ponctuellement une entreprise qui est vraiment particulièrement impactée, et éventuellement on l'accompagnera en matière. Quand je dis qu'on l'accompagnera, on enverra des référents spécialisés, hein, se déplacer sur l'ensemble du territoire. On a une mission de coordination. On enverra des référents spécialisés, soit pour sensibiliser, apporter la bonne parole, mais au moins des bonnes pratiques d'hygiène informatique, ou alors, le cas échéant, hein, quand l'atteinte a eu lieu, eh bien, des enquêteurs spécialisés pour du recueil de preuves numériques et là, c'est toute une chaîne, hein, on a toute une chaîne cyber, comme on l'appelle, qui inclut la sécurité économique, mais au-delà, les enquêteurs spécialisés en nouvelles technologies, comme on l'appelle. Donc la journée type, c'est ça, on repère ce qui se passe et puis on essaye d'apporter des solutions très opérationnelles. D'accord. Mais justement, vous avez mentionné, enfin, tu as, pardon, mentionné les moments où une entreprise peut subir une attaque de type cyber. Mais est-ce que les missions que tu effectues sont concentrées sur les plus grandes entreprises, puisque tu travailles dans un organisme de l'État, ou ça peut toucher toutes les entreprises françaises, quelle que soit leur taille? Alors ça touche évidemment, enfin la problématique touche évidemment toutes les entreprises, mais nous, dans le cadre des missions de la gendarmerie, c'est essentiellement les PME que l'on va prendre en considération, puisque les grands groupes qui sont quand même plus stratégiques, en tout cas considérés comme stratégiques par les institutions de l'État, vont être suivis par l'ANSSI, hein, par exemple, ou par d'autres services, le SGDSN, hein, Secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale. Donc, par contre, tous les sous-traitants, tous les prestataires de ces grands groupes qui, eux, ont un suivi, je dirais, institutionnalisé, eh bien, c'est nous qui allons essayer de le suivre. C'est pas anodin parce que
Imaginons un grand groupe stratégique qui a un fournisseur pour une pièce bien particulière et ce fournisseur est le seul à fabriquer cette pièce. Et ce fournisseur va être éminemment stratégique dans la chaîne de valeur. Donc forcément, il faut qu'il soit suivi aussi et protégé, le cas échéant, de toutes sortes d'atteintes qui pourraient lui nuire à lui et par conséquent à son donneur d'ordre. Merci de cette réponse. On va y revenir d'ailleurs, parce que ça m'évoque plein de questions du coup. Et justement, Driss, toi, est-ce que tu peux nous parler aussi de tes journées types, des problématiques quotidiennes que tu rencontres et comment tu peux être amené à les résoudre? Je commencerai par dire que ce qui m'a intéressé dans le métier de consultant de cybersécurité, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes mandaté, vous êtes sur des missions pour des comptes clients. Donc ça dépend du portefeuille de votre division. Mais si vous êtes sur un projet, vous pouvez tout à fait être en support d'un membre de votre équipe qui est sur une autre mission et qui a besoin de vous pour l'aider sur tel ou tel sujet parce qu'il estime que vous avez des compétences qui permettent de l'aider dans ses missions. Mais je dirais que de manière générale, la journée commence par de la veille. C'est de la veille cyber. Vous allez sur le site, donc, comme Stéphane l'a dit, de l'ANSSI, donc c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est en fait une institution étatique qui permet d'assurer la sécurité des systèmes d'information et qui met plusieurs articles de manière assez quotidienne, qui permet d'identifier les besoins en sécurité des systèmes d'information. Après, vous avez forcément des veilles d'actualité presse cyber, vous devez être au courant de ce qui se passe dans le monde, parce que forcément, vous êtes en relation avec des clients qui sont, dans le cas d'Atos, des grandes multinationales, des entreprises qui sont implantées avant de ça. Et à partir de là, vous répondez aux besoins de votre mission. La problématique, je dirais que dans mon cas, c'était de monter en compétence sur un domaine qui, de prime abord, n'était pas mien, et qui en fait finalement n'est jamais celui des gens, puisqu'il évolue tout le temps, il est en constante évolution. Et donc vous devez apprendre tous les jours, et ce qui fait que ça, en fait, ça forge l'humilité. Et donc la problématique, c'est ça, c'est l'apprentissage constant, et être en mesure de se remettre en question, de remettre en cause ses acquis, puisque ce qui s'est passé lundi peut tout à fait changer mardi. Et donc vous devez faire preuve d'adaptabilité, tout en répondant à votre mission, parce que souvent vous êtes engagé sur des projets qui vont de 1 mois à 1 an et demi pour un client, dont les besoins changent en fonction de la conjoncture. Donc je dirais que la journée type, même s'il n'y en a pas, ça correspond un peu à ça. Et c'est la trajectoire que vous avez dans le cadre de vos missions. D'accord. Mais justement, comme tu as évoqué que vous faisiez de la veille, probablement... Entre autres. Probablement que ça peut amener à prédire certains phénomènes, ou à anticiper du moins. On peut, en fait, le but, c'est ça, le but du consultant, c'est d'amener son client à anticiper les risques si je le fais, parce que je suis consultant aiguille mon client dans sa stratégie de lutte contre les cyber-risques, mais forcément on n'est pas à l'abri on n'est pas toujours à l'abri de l'imprévu, et donc il faut être financier, réputationnel, avoir un impact juridique pour l'entreprise avec laquelle vous êtes amené à gérer. Et donc ça, c'est vraiment tout le défi et l'enjeu de la cybersécurité. Mais c'est absolument palpitant parce que vous devez être à l'affût en fait. D'accord. Mais justement, comme vos entreprises sont des clients, à quel moment le client vient vous voir? Est-ce qu'il vient vous voir à la suite d'une cyberattaque? Ou est-ce qu'il vient vous voir parce qu'il souhaite justement améliorer sa sécurité, sa cybersécurité? En tant Oui. Non, en tant qu'entreprise, vous répondez à un besoin. C'est-à-dire que, admettons que vous avez une entreprise qui a un besoin particulier, elle lance un appel d'offres, et puis vous avez des entreprises qui estiment qu'elles sont compétentes pour répondre à ce besoin, et elles candidatent. Et à partir du moment où vous candidatez et que vous remportez l'appel d'offres, vous êtes amené à répondre aux besoins du client. Mais généralement, c'est un besoin qui est envisagé par le client en amont. Il estime qu'il a besoin d'aide là-dessus. Mais après, voilà, vous pouvez être confronté à un imprévu dans la mise en œuvre du projet, parce que voilà, vous êtes en train de mettre, admettons, je sais pas, en place un centre de service de cybersécurité, et le client, votre client est confronté à une attaque cyber
de grande ampleur. Et donc là, vous devez répondre en plus à ce besoin-là parce que vous êtes l'acteur en mesure de répondre et engagé pour répondre aux besoins de votre client. D'accord. D'accord. Mais c'est une logique contractuelle en fait. Vous répondez à un besoin préalable, estimé, enfin considéré, évalué par le client. Vous y répondez et forcément après voilà, c'est la vie de la cybersécurité. Tout peut arriver. Mais vous êtes chargé d'anticiper le pire et de réduire les risques. D'accord. Ok. Ok, ben merci pour ta réponse. Alors, je crois qu'on a eu un petit souci sur le live. Non, c'est bon, c'est revenu à la normale. Question pour Stéphane. On a vu donc forcément sur votre LinkedIn que vous avez une longue carrière dans le secteur public. Euh, Pourquoi ce choix? Et est-ce que vous avez envisagé, au cours justement de cette carrière, peut-être le secteur privé? Bien, vous êtes comblé dans le secteur public. Alors oui, combler dans le secteur public parce que bon, aujourd'hui il faut. Alors le secteur public jouit d'une réputation qui est pas toujours très bonne, hein, parfois à juste titre d'ailleurs. Hein, ce sont des processus décisionnels qui sont très lourds, etc. Donc c'est voilà l'administration, c'est vrai que c'est un monstre froid qui est difficile de faire bouger. Ça c'est une réalité. Mais ce n'est pas pour ça que les organes du monstre ne fonctionnent pas correctement. Et donc, moi, je n'ai pas cette sensation. Alors, malgré les lourdeurs décisionnelles, il y a quand même de l'opérationnel, et particulièrement dans des institutions régaliennes hein, de sécurité, que ce soit les armées, le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas dire que les pompiers, par exemple, sont des fonctionnaires assis sur leur chaise toute la journée, par exemple. Bien sûr. Et pourtant, ce sont des agents de l'État au même titre que les autres. Donc, il faut être conscient que l'administration, de façon globale, c'est quelque chose d'énorme. Hein. La gendarmerie, avec les réservistes, c'est 140 000 personnes. Donc, vous imaginez, il faut gérer tout ça, etc. C'est loin d'être simple et évidemment, ça va pas toujours aussi vite qu'on ne le voudrait. Alors, c'est pas parce que, alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la fonction publique, et ça, il faut pas le nier, c'est que quand vous êtes titularisé, eh bien, vous avez une sécurité de l'emploi qu'on ne peut pas forcément avoir ailleurs. Hein, donc ça, c'est quand même un aspect indéniable. Bon, c'est pas forcément ça, moi, qui m'a attiré dans l'administration, mais beaucoup de personnes y vont aussi pour cet aspect-là. Et donc ça, il faut pas l'écarter parce que c'est également. Et le secteur privé, alors moi j'ai la chance d'avoir une fonction où je travaille tout autant avec des acteurs du service qu'avec des acteurs privés. Donc, je dirais que j'ai un peu un pied de chaque côté, même si mon employeur reste l'État. Alors, la tentation du secteur privé, oui et non. Je pense qu'aujourd'hui, mais là, on sort un petit peu de notre thématique, mais aujourd'hui, on doit être capable de changer d'horizon plusieurs fois dans sa carrière. Donc oui, c'est une forme de tentation en quelque sorte, mais pas une tentation parce que c'est mieux ou moins bien, mais parce que moi je pense et je suis intimement convaincu qu'une carrière, eh bien ça ne se fait plus comme du temps de nos parents ou grands-parents où on travaille 40 ans dans la même boîte. Oui, effectivement. Les réalités sont différentes et donc le passage du public au privé et inversement serait salutaire. C'est ce qui se fait chez les anglo-saxons, hein, notamment aux États-Unis, où les gens passent du monde académique au secteur privé, puis au secteur public, et ça tourne régulièrement. C'est quelque chose qui se fait pas trop encore chez nous ici. Mais je pense que les mentalités évoluent et voilà, alors je dirais qu'on passera pas de l'un à l'autre pour y revenir, mais quitter l'un pour l'autre, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus régulièrement. Et je pense que c'est une richesse pour les uns et les autres. Voilà, tout simplement. Et effectivement, comme tu l'as souligné, il y a une plus grande flexibilité et un turnover qui est différent dans les carrières actuelles où justement les gens switchent du public au privé et inversement. Mais justement, quels sont
par exemple, quelles sont tes perspectives d'évolution encore dans le secteur public et quelles pourraient être tes perspectives d'évolution dans le secteur privé? Alors, je dirais que dans le secteur public, en tout cas dans la branche où je suis, moi je peux dire que j'ai un peu fait le tour des missions. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce même poste de sécurité économique, donc je m'ennuie pas, hein, loin de là, parce que comme disait Driss, il n'y a pas de journée de type, on apprend tous les jours, il y a toujours des problématiques différentes qui arrivent. Mais par contre, la réaction à ces problématiques, elle est devenue un petit peu, comme on dit chez les militaires, c'est du drill. Hein, voilà. Donc pour moi, il n'y a plus d'enjeu individuel pour moi. Hein. Donc la tentation de changer. Alors quand je dis changer, c'est pas forcément. Ça peut être au sein de la même administration. Hein. Elle est relativement grande. Pourquoi? Parce que on a envie de découverte et peu importe l'âge qu'on peut avoir, on a toujours besoin de découvrir d'autres choses, que ce soit à titre professionnel ou individuel, hein, même dans sa vie quotidienne et privée d'ailleurs. Donc c'est important d'avoir à l'esprit que on n'est pas lié ad vitam aeternam à ce qu'on fait, qu'on a la possibilité et peut-être même le devoir d'aller voir ce qui se passe. Et c'est comme ça aussi qu'on peut gagner en compétences d'ailleurs, par une vision plus transverse des choses. Effectivement. Et vous faites bon de souligner qu'on gagne en compétences en ayant une vision plus transverse des choses, parce que ça enjoint forcément, ça engendre la question que j'ai pour Driss, qui sort d'une expérience aux Nations Unies et qui atterrit entre guillemets dans la cybersécurité. Pourquoi ce choix justement? Est-ce que c'est une simple opportunité ou est-ce que c'est un vrai enjeu de carrière pour toi actuellement? En fait, je dirais que à l'issue du protocole, j'ai pris conscience des limites de mes compétences. C'est-à-dire que, en fait, on va souvent vers ce que l'on sait faire et ce que l'on veut faire, et puis à un moment donné, on se dit qu'on aimerait bien faire d'autres choses, et pour ça, on se rend compte qu'on n'a pas forcément les compétences pour et qu'on veut les acquérir. Et en fait, moi, j'ai une formation en sciences politiques et en philosophie politique, et j'ai toujours été amené à m'engager sur des projets où l'éthique demeure. Et en fait, la cybersécurité, je considère aujourd'hui que c'est une grille de lecture qui doit être obligatoire pour comprendre le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que, comme on apprend à lire ou à conduire, on doit être en mesure de lire le cyberespace. Parce que on pense souvent que le cyberespace, c'est un espace de liberté absolue, où on resplendit dans son individualité, mais en fait, c'est un espace où il y a si beaucoup de menaces, et on a tendance à penser que c'est la toute liberté. Et malheureusement, il y a des menaces réelles qui sont menaces cyber réelles qui impactent vos droits et sur lesquels il faut lutter, il faut connaître. Et donc moi, c'est vraiment ça qui m'a intéressé, de me dire, écoutez, je rentre dans un domaine qui est éthique, parce qu'on assure la sécurité des citoyens, la sécurité du plus grand nombre, parce qu'on gère des données personnelles. Et personne ne veut que sa vie privée finisse sur une page internet sans son accord. Et pour ça, il faut savoir comment ça apparaît, ce qu'il ne faut pas faire pour que ça arrive, et être en mesure de protéger sa propre liberté. Et c'est vraiment c'est ce point qui m'a emmené vers Atos, parce que j'avais envie d'explorer ce domaine-là, d'en savoir plus, de mieux connaître, pour mieux protéger les gens, en fait. Et la cybersécurité, c'est exactement ça, on protège les citoyens. Il y a des normes, il y a des lois, il y a des règlements européens maintenant qui sont en vigueur, et dans tout régime démocratique aujourd'hui, la cybersécurité devient prioritaire. Et je considère qu'on doit tous aujourd'hui connaître ce domaine-là, s'y intéresser, même si on ne maîtrise pas, parce que c'est incontournable aujourd'hui, en fait. Mais justement, c'est super intéressant ce que tu dis quand tu parles de protéger les citoyens, de protéger leurs données et d'assurer finalement d'assurer la sécurité des citoyens d'un État. Mais justement, la cybersécurité a un certain caractère un peu opaque, c'est-à-dire que si des citoyens voient des militaires ou des policiers, des gendarmes dans la rue, ils savent que c'est les personnes qui sont censées assurer leur sécurité. Alors que la cybersécurité, elle est faite probablement par des gens dans des bureaux qu'on ne voit pas, etc. Comment sensibiliser justement les gens à la cybersécurité? C'est complémentaire.
Il y a pas du tout de dichotomie, en fait. Il y a de la cybersécurité qui est faite par les forces de police, parce que voilà, ils surveillent, ils protègent les intérêts de tout le monde. Et vous avez également des missions dans le privé qui protègent les données, et puis tout est régi par des normes et des lois. Donc à partir de là, tout se rejoint. Donc il n'y a pas de... C'est extrêmement complémentaire. C'est-à-dire que vous avez des formations communes, vous avez des personnes qui sont issues par exemple des rangs de la police, qui sont des formateurs dans les entreprises, vous avez des entreprises qui font des communiqués, qui font des fiches pratiques à l'attention des forces de police pour les sensibiliser, parce que c'est un enjeu primordial. Et on a besoin que les gens soient, que le plus grand nombre soit mobilisé sur la cybersécurité pour limiter les comportements à risque, protéger les citoyens et se protéger soi-même. D'accord, d'accord. Merci de cette réponse. Et justement, je vais adresser une question à Stéphane que je t'adresserai ensuite. Euh, Quand tu parles de policiers qui forment des gens dans des entreprises ou des cabinets qui vont former des gens, justement, selon vous deux, quelle serait la formation académique idéale pour travailler dans la cybersécurité? Si, admettons, il devait avoir une formation académique idéale. C'est une bonne question. Moi, je pense pas qu'il y ait de formation académique idéale. Je pense que quelqu'un qui va bien aborder la problématique de la cybersécurité, c'est quelqu'un qui aura une ouverture d'esprit la plus large possible, un esprit critique. Donc, quelle que soit sa formation initiale, que ce soit Sciences Po, que ce soit Polytechnique, que ce soit philosophie ou que sais-je, peu importe, euh, éventuellement à compléter par un master spécialisé en sécurité ou en gestion des risques. Euh, mais la richesse et la capacité à appréhender tout cet environnement cyber au sens large, euh, ce sera la capacité d'ouverture d'esprit, je pense. Donc, il n'y a pas vraiment de formation académique spécifique, mais par contre, il y a peut-être euh, une spécialisation à faire pour mettre en musique un petit peu ces formations initiales avec le langage cyber et vraiment je dirais avec un peu d'éléments de technique et ce genre de choses. Alors ça se fait, hein, il y a énormément de Master 2 de cette ou même des DU, je pense. Je pense qu'il y a des DU à l'université de Troyes. Il y a dans les écoles de commerce, ici, il y a de plus en plus de masters spécialisés en cyber, hein, peu importe comment on les appelle. Euh, voilà, c'est peut-être pour mettre une couche de vernis, mais sur des formations initiales qui peuvent peut-être totalement disparaître. Plutôt les qualités humaines et de méthodes de raisonnement qui vont porter plutôt qu'une formation académique. J'entends plus. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ok, ça avait, j'entendais plus la fin. Donc justement, de ce que tu dis, Stéphane, il n'y a pas forcément de profil type recherché, mais il y a des compétences qu'il faut acquérir, enfin, il y a des compétences qu'il faut acquérir, et, et on peut être issu de formations académiques diverses en se spécialisant avec un master qui serait connexe au métier de la cybersécurité. Oui, voilà, je pense que bon, il faut quand même savoir de quoi on parle, hein, donc il faut quand même un minimum. Mais voilà, il faut pas forcément être informaticien ou ingénieur. Non, il faut simplement savoir de quoi on parle et savoir ce qu'on a envie de faire. C'est surtout ça. Hein. C'est une question de motivation et de curiosité. On peut très bien avoir fait des études de lettres et s'intéresser à la cybersécurité et être très bon en matière de cybersécurité. C'est la volonté individuelle de le faire. Après, c'est pas facile à vendre à un employeur, ça j'en conviens. Mais si l'employeur a la même ouverture d'esprit que vous, ça posera pas de problème. Mais justement, comment tu vendrais un diplômé en lettres comment tu vendrais la cybersécurité à un diplômé en lettres? Je pense que un diplômé en lettres alors moi je suis pas diplômé en lettres, mais c'est surtout une méthode de réflexion, c'est de la méthode les lettres.
Donc je pense que cette méthode, elle peut être, comment dire, elle peut apporter quelque chose en termes de capacité de réflexion sur des sujets tels que le cyberespace. Le cyberespace, c'est pas quelque chose de palpable, hein. C'est quelque chose, d'ailleurs, le terme vient de la science-fiction. Donc je pense que celui qui s'intéresse à tout ce qui est lettres, art, etc., a quelque chose à apporter, indéniablement. Pourquoi? Parce qu'il a cette vision qui va être différente. D'ailleurs, à ce sujet, bien souvent, et là je rejoins ce que Driss disait tout à l'heure, il y a bien des réglementations, qu'elles soient européennes ou nationales, fait qu'on va punir certains actes qui ont lieu dans le cyberespace. Mais ces actes, on va essayer de leur mettre une punition, en quelque sorte, euh, comparée à quelque chose qu'on peut faire dans le monde physique. Hein, un vol de données, ben, c'est comme un vol. Hein, d'ailleurs, ça reste, articles du code pénal sont pratiquement identiques. On va juste rajouter données, mais on va le punir de la même façon que si vous aviez volé une orange. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Moi, je pense qu'il faut pouvoir aborder le cyberespace comme étant quelque chose qui est en rupture avec le monde physique. Les utilisateurs sont bien dans le monde physique, mais ce qui se passe dans le cyberespace est bien dans un monde virtuel. Et bien celui qui a fait des études de lettres ou de ce type aura peut-être une capacité à aborder le cyberespace d'une autre façon que quelqu'un qui est très rationnel et qui va, ou un juriste par exemple, qui va dire ah oui, ben le droit pénal il dit ça. Vous voyez? C'est là la richesse des profils atypiques. D'accord. Donc, ça ça me permet d'enchaîner sur une question pour Driss. Justement, comme l'a dit Stéphane, finalement, il y a des questions qui se rapportent carrément à des questions de philosophie, des questions de société. Et justement, toi qui a passé une licence donc en philosophie, en sciences sociales, comment est-ce que cette formation-là, par exemple, t'apporte dans ton quotidien en cybersécurité, en matière de réflexion, et comment tu joins un peu finalement l'enseignement que tu as reçu ou bien ce que tu as assimilé de cette licence à ton métier actuel? Ce que je veux dire, c'est que dans mon parcours, et je rejoins ce que Stéphane dit, c'est que il faut être curieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'on ne connaît pas. Moi, dans mon parcours en bachelor, en licence et en master, en philosophie et en sciences sociales, ce qui m'intéresse, c'est lire le monde. C'est-à-dire c'est comprendre l'étang des choses. On va faire de cours de philosophie là, c'est pas le sujet, mais la cybersécurité, c'est une manière de lire le monde. C'est une manière de lire autrement le monde. C'est-à-dire que c'est pour ça que, par exemple, il y a des langages d'ordinateur. Si on prend, et il faut monter en abstraction après. Par exemple, quand on prend le langage binaire de 0-1 pour lire un ordinateur, l'ordinateur comprend très bien le langage binaire, et c'est pas notre cas. Donc c'est pour ça qu'on a créé des langages qui montent en abstraction pour être en mesure de saisir l'étang des choses. Et donc moi, dans la philosophie, ce qui a permis de joindre la cybersécurité, c'est ça. C'est-à-dire que je veux comprendre le monde, je veux comprendre le fonctionnement des choses, l'interconnexion, pour avoir un impact réel sur la vie des gens. Et donc là, j'ai ma double casquette philosophie, sciences politiques qui m'a servi, c'est-à-dire que j'ai une manière d'appréhender par la réflexion et d'adopter un raisonnement philosophique, et d'être en mesure après d'envisager des politiques publiques. Et la cybersécurité, c'est ça. C'est-à-dire on a un univers qui est en expansion, qui est pas du tout immobile, et qui nous permet de mieux comprendre les choses pour permettre d'aider les gens dans leur vie. Et pour ça, pour les plus intéressés d'entre vous, je vous renvoie au philosophe Harari, qui a écrit Homo sapiens et Homo Deus, parce qu'il a bien saisi cette importance d'étudier l'abstraction pour avoir un impact réel sur la vie des gens. Et moi, c'est ce que je voulais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais avoir un impact éthique sur la vie des gens, contribuer à leur meilleure compréhension de ce monde en expansion, qui est très opaque, qui peut parfois faire peur, mais qui est au final très lisible. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la majeure partie d'entre nous, je parle dans la conversation peut-être, est née peut-être après les années 2000, ou même, enfin, au moins avant les années 90, et saisit très bien le langage informatique. Mais considère qu'elle n'est peut-être pas en mesure de saisir la cybersécurité. Et ça, c'est une erreur parce qu'on a des compétences réelles qu'on n'a pas pu développer avant parce qu'on est dans des cursus qui sont souvent généralistes,
et qui spécifie pas la cybersécurité. Moi, je suis pour une intégration de la cybersécurité dans les curriculums parce que c'est vital aujourd'hui pour comprendre. C'est-à-dire que par exemple, je sais que M. Mortier a un regard assez précis sur le continent africain. C'est mon cas aussi. Et le numérique et la cybersécurité sont en plein essor sur le continent africain parce que c'est une manière de saisir autrement le monde, de développer des capacités, de créer de nouveaux métiers, de changer la structure du marché de l'emploi pour comprendre mieux le monde de demain et être en mesure de créer des nouvelles politiques publiques capables de répondre à ces nouveaux besoins. D'accord, donc oui, donc en fait vous êtes vraiment, enfin tous les deux je suppose, mais comme tu l'as dit, vraiment liés aux mutations du monde, à son analyse, à sa lecture et aussi à la préparation des mutations de demain et de toutes les dynamiques en fait, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire elles ne sont pas forcément directement liées aux problématiques que X ou Y entreprises peuvent rencontrer, mais elles peuvent être liées tout simplement à l'évolution de la société. Pour préciser un peu ce que tu viens de dire, c'est que l'histoire de l'humanité, c'est des mises à jour. Parce que ce qui était valable avant n'est peut-être pas valable demain. Et donc, face à cette obsolescence programmée de tous les domaines, il faut être en mesure de s'adapter. Puisque le monde change, ce qu'on connaissait avant, peut-être que on va l'ignorer demain, ce sera complètement différent. Et aujourd'hui, voilà, on voit bien qu'il y a des domaines entiers qui sont en pleine mutation. Avec l'avènement du numérique, et il faut être en mesure de lire ça, de se positionner face aux mutations pour répondre aux besoins des gens. Parce que l'objectif de la cybersécurité, c'est bien ça. C'est répondre aux besoins des gens, les protéger des menaces, et les maintenir libres, en fait, dans cet espace de toute liberté, qui au final peut être très liberticide. C'est intéressant, mais je vais pas plus empiéter sur ça que ça sur la partie questions, donc je vais revenir à des questions plus académiques pour Stéphane, pour le coup. Tu es titulaire d'un MBA à l'école de guerre économique et tu es aussi docteur en sciences de gestion à Paris 1. Qu'est-ce qui t'a motivé à envisager ces deux diplômes? Alors, l'école de guerre économique, c'était surtout pour je dirais, une mise à niveau au regard des fonctions que j'avais prises en arrivant à la direction où j'étais en charge de l'intelligence économique. L'intelligence économique, alors c'est quelque chose dont tout le monde parle, on en a tous entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est resté un peu flou pour moi, même si sur certains aspects ça me semblait plus ou moins clair, mais pour avoir tous les tenants et aboutissants. Puis je suis, je dois l'avouer, un peu perfectionniste, donc je voulais faire mon boulot le mieux possible, et donc j'avais besoin de formation pour être le plus efficient possible. Et donc, sur le marché en matière d'intelligence économique, c'était une formation qui sortait du lot. Donc je suis rentré dans la brèche et sans regret parce qu'effectivement, c'était une excellente formation qui m'a permis d'être beaucoup plus opérationnel et d'avoir une lecture des problématiques liées à la sécurité économique, mais y compris à la cybersécurité, beaucoup plus pertinente. Donc ça, c'était. Et ensuite, eh bien, comme j'aime bien d'aller au fond des choses, hein, tout simplement, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, je suis comme ça. Je dis bon, puisque j'y suis, autant aller encore plus loin et puis prendre un sujet qui est un sujet lié au quotidien d'intelligence économique et de le travailler vraiment de façon académique en matière et faire de la recherche, donc vraiment le voir sous un autre aspect et pas uniquement opérationnel au bureau, mais également académique à l'université. Voilà, mais encore une fois, c'est une question de curiosité et de volonté de toujours aller voir plus loin comment ça fonctionne. Voilà, je pense que c'est ça la démarche d'intelligence économique, c'est ça la démarche qui permet
de faire de la cybersécurité, c'est de toujours aller voir derrière ce qui passe et ce qu'il y a, et puis et quand on a trouvé, d'aller voir encore plus loin et ainsi. Et voilà, donc c'est un peu ce que je fais. Et il faut pas voir le doctorat comme un aboutissement parce que une fois qu'il est fait, vous êtes encore beaucoup plus sollicité pour écrire des trucs, etc. Donc finalement, ça s'arrête jamais. Hein, et cette curiosité, c'est pas parce qu'il y a un diplôme qui la sanctionne que tout s'arrête et que vous êtes au top. Hein. On est non seulement on n'est jamais au top, et puis on doit toujours apprendre et avec le diplôme qui sanctionne, c'est juste une étape. Hein. Mais alors c'est important parce que notre société est un peu là-dessus. Mais à titre individuel, c'est pas le diplôme qui est important, c'est ce que vous en retirez comme compétence et comme connaissance. Totalement d'accord. Très très bonne très bonne leçon de vie à ce propos-là. Merci de la réponse et dernière question pour Driss. Toi qui viens d'intégrer la cybersécurité à proprement parler depuis 3 mois, j'ai juste. C'est ça, absolument. Est-ce que tu envisages, je suppose que vu la manière dont tu en as parlé, ça doit être probablement très stimulant. Est-ce que tu envisages une longue carrière dans la cybersécurité? Est-ce que pour toi c'est un horizon très très large ou bien tu ça suit le cours de ta carrière, de ta curiosité et de ta montée en compétences? Moi, je pense que ce serait très prétentieux de me dire que je serai dans la cybersécurité pendant des années, parce que je sais pas si je serai au niveau, déjà, tout simplement. Peut-être que je serai obsolète très rapidement, moi aussi. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, en tout cas, je parle pour les gens de ma génération, c'est que qu'on aille vers des domaines qui nous inspirent. C'est-à-dire qu'on se sente bien dedans, qu'on ait envie d'évoluer dedans, qu'on se sente utile surtout, et qu'on n'ait pas peur, en fait, des nouveaux défis. C'est-à-dire que, certes, on est soumis à une conjoncture qui est un peu instable, le chômage est un peu important, on a une visibilité assez floue sur ce qu'on est capable de faire et en mesure de faire. Quand même, on a le monde entier qui s'offre à nous. Mais je pense qu'il faut il faut vraiment aller vers ce qu'on a envie de faire et pas se limiter à des risques, à des peurs, à des craintes ou aussi à une autocensure. C'est-à-dire qu'il faut pas se sous-évaluer. On a tous des compétences qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas et que d'autres gens connaissent pour nous. Et je pense qu'il faut aller vers ce qu'on a envie de faire, clairement. Et c'est peut-être un peu cheesy ce que je dis, mais je pense que c'est important d'en être conscient parce qu'on est on est dans un monde où on a peut-être tendance à se réfréner, dans un monde assez défiant, et on est assez méfiant aussi face à ce monde-là. Et je pense il faut être motivé par l'espoir. Et la cybersécurité, c'est ça. C'est que rien n'est limité, tout est à créer. Moi, si on m'avait dit il y a 3 ans à la Sorbonne, dans mon amphi, en faisant de la philosophie de l'art, que j'allais faire de la cybersécurité, j'aurais pas misé une cacahuète sur moi. Donc, et pourtant, ça s'est fait, et j'aime ce que je fais. Donc, je pense peut-être que j'ai envie de continuer à monter en compétence dans ce domaine, mais je reste ouvert. Parce que peut-être que la cybersécurité, dans 10 ans, elle aura pris un nouveau tournant, elle s'appellera même plus la cybersécurité. Euh, Tout sera peut-être sécure, j'en sais rien. C'est peut-être une utopie, mais je pense qu'il faut être conscient de ça. C'est-à-dire, j'ai envie de faire, je fais ce que j'ai envie de faire. Et vraiment se limiter à ça. Je pense que c'est en tout cas, c'est ce que moi je fais et je me sens bien dedans. Et quand je vais quand les missions arrivent vers moi, j'ai juste envie de les réaliser et je me suis en passe. Merci de la réponse. Bah, c'est très bien. On termine sur 2 leçons de vie et 2 leçons d'humilité. Ne jamais se réfréner, être curieux, aller toujours plus loin et aller là où on s'épanouit aussi, je suppose. Absolument. Ouais. On va passer aux questions du public. Donc déjà, merci pour cette séance de réponses à nos questions. Et donc première question, probablement que je vais l'adresser à Stéphane. As-tu déjà travaillé dans la cybersécurité à l'étranger? Si oui, quelle différence avec la France? Alors, travailler, c'est beaucoup dire. Aborder la cybersécurité à l'étranger, oui, parce que je donne un cours de droit et numérique en Côte d'Ivoire. Donc, les questions de cybersécurité en Afrique, je les connais. Alors, bien, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, je les aborde.
notamment au travers de textes juridiques et, et du côté extraterritorial du règlement européen sur la protection et le RGPD. Donc, oui, il y a une vision de la cybersécurité qui est peut-être pas tout à fait la même en Afrique. Je dirais qu'elle est beaucoup plus prise en compte en Afrique qu'ici. Une forme de transition numérique, en quelque sorte, en Afrique qui se fait beaucoup plus rapidement qu'ici. Parce qu'ici, on a une population qui est vieillissante, alors que là-bas, on a une population qui est jeune. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y a des éléments technologiques qui ont, par lesquels ils ne sont pas passés en Afrique. Hein. On dit toujours que on n'a pas eu la période du fax, par exemple. Ici, on a commencé avec le téléphone, on a eu le fax, et puis après, on a eu en gros l'email. Là-bas, on est passé directement à l'email. Hein, je caricature. On est passé directement au téléphone portable et ainsi de suite. Donc, il y a une proximité avec le monde numérique, appelons-le comme ça, qui est assez forte. Moi, je suis toujours surpris quand je vais dans certains pays africains, quand je suis mais vraiment loin de toute ville, hein, vraiment, enfin dans des villes, des petites villes, mais vraiment très isolées. Eh bien, j'ai la 4G. Alors qu'ici, en région parisienne, il y a certains endroits, la 4G, il faut pas trop y compter. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et donc, l'appétence pour la cybersécurité est quand même assez forte pour ces différentes raisons. En Afrique, peut-être plus qu'ici. Donc, voilà. Mais par contre, j'ai jamais travaillé dans le domaine de la cybersécurité en Afrique. C'est simplement un constat et puis je l'aborde au niveau plus juridique. D'accord. Donc, merci pour cette réponse. Je passe à une question que j'adresse à Driss. Tu y as déjà un peu répondu, mais comme elle a été formulée, pourquoi pas la reprendre? La cybersécurité tourne-t-elle seulement autour de l'informatique? Alors, cette question est très intéressante parce que, en fait, elle répond en fait, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que la cybersécurité repose sur des outils informatiques. Il n'y a pas de cybersécurité sans ordinateur. Initialement, vous n'avez pas d'hacker sans clavier. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui sont très au courant des enjeux de cybersécurité, mais qui maîtrisent pas forcément toutes les fonctionnalités d'un ordinateur. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans de la technicité, mais il y a un langage propre à la cybersécurité. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Atos, il y a un vocabulaire, un lexique à appréhender. Et je peux tout à fait vous parler en langage cyber sans mettre de complément ou de verbe conjugué. Et donc justement, c'est là que la cybersécurité rentre en expansion, parce que dans mon métier, il faut que je traduise ce langage. Donc la cybersécurité est basée sur des outils informatiques, mais c'est de la transmission, et après ça a d'autres impacts. Comme je disais tout à l'heure, il y a un langage à amender, il y a un langage à traduire, il y a des normes à créer, il y a parfois des sanctions à opérer, vous avez de la sensibilisation, c'est pas que de l'informatique. C'est-à-dire que par exemple, si je vous dis ne mettez pas votre mot de passe sur un post-it et vous le mettez sur votre ordinateur, bah, on parle de post-it, et c'est pas de l'informatique. Et on parle juste de mot de passe. Quand je vous dis qu'il faut utiliser un mot de passe différent, qui doit faire plus de 8 caractères, ne pas utiliser un mot de passe qui dit bonjour avril 2020, par exemple, c'est de la sensibilisation, c'est un autre domaine. Et donc la cybersécurité, c'est ça, c'est une agrégation des domaines de la vie quotidienne au sein d'un espace en expansion. C'est-à-dire qu'on retrouve toutes les disciplines. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formation type. Tout se rejoint parce qu'aujourd'hui, le langage informatique, c'est la vie quotidienne de tout le monde. D'accord. Et justement, il y a une phrase que tu as dit, il n'y a pas d'hacker sans clavier. Justement, il y a une question qui a été posée, alors je vous l'adresse à tous les deux. Si on a un ethical hacker, mais qu'on s'intéresse aux enjeux de la cybersécurité, comment lier les deux? Et est-ce qu'il y a des formations après une grande école d'ingénieur? Absolument, c'est ce qu'on appelle les pentesters.
Donc c'est penetration test. Donc ils font des tests d'intrusion. C'est la distinction entre black hat et white hat. Donc black hat c'est le hacker non éthique et white hat c'est l'hacker éthique. Et donc des gens qui ont des capacités d'intrusion, de codage vraiment développées et qui veulent servir les intérêts des citoyens, ils peuvent tout à fait rejoindre le domaine de la sécurité, des entreprises de renom. Par exemple, moi je travaille avec des pentesters et c'est des gens qui ont des compétences incroyables et leur seul objectif c'est protéger les citoyens, protéger les usagers. Parce qu'ils ont les mêmes compétences que les hackers, ils ont juste pas la même vision, pas le même objectif. D'accord. Tout à fait. Et si je peux insister là-dessus, c'est fondamental d'avoir des hackers éthiques, parce que c'est eux qui vont aller trouver les failles que les hackers non éthiques vont trouver. Donc mieux vaut qu'elles soient trouvées par les hackers éthiques et qu'on puisse les corriger, que de laisser la porte ouverte à toute forme d'intrusion ou de cybercriminalité, d'expression de cybercriminalité. Donc, ils sont particulièrement importants dans le dispositif global de sécurité économique, de cybersécurité, pardon. Mais je rajouterais juste une... Oui, pardon. Justement, tu peux y aller, tu peux y aller. Non, c'était juste une précision, c'est qu'aujourd'hui, la France doit se positionner dans le domaine de la cybersécurité parce qu'il y a une concurrence réelle à travers le monde et on a des gens qui sont extrêmement compétents dans d'autres pays et la France doit se positionner. C'est-à-dire que, par exemple, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la diplomatie française, au sein des Nations Unies, cherche de plus en plus de personnes qui sont en mesure de répondre aux enjeux de cybersécurité pour répondre à la menace, parce que la menace elle est multidimensionnelle et elle forme des gens. On a des écoles extraordinaires en France qui forment des pentesters, des ingénieurs de renom. Et il faut continuer parce que la menace est bien réelle et c'est indispensable. Je vais juste faire un petit lien, je vais pas faire de pub, mais vous avez une série une série américaine qui a eu un grand renom, de renom et qui a eu un grand impact sur l'appréciation de la cybersécurité, dont l'acteur principal est celui qui joue Queen dans un autre film. On voit très bien que qu'être un hacker éthique, ça a un impact considérable et c'est vital. C'est vital, indispensable, nécessaire, tout ce que vous voulez, tous les synonymes, parce qu'on en a trop besoin. Mais justement, c'est intéressant ce que tu dis, Driss, et justement, ça me fait penser à une question, mais pour Stéphane pour le coup. C'est pas une question c'est une question personnelle, mais justement, Stéphane, toi qui as plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et qui a vu forcément toute l'expansion du marché du travail qui s'articule autour de la cybersécurité, comment ces profils, par exemple, de hackers éthiques, hackers ont évolué? Probablement qu'il y en avait beaucoup moins auparavant, quand tu as commencé ta carrière, et qu'il y en a probablement beaucoup plus maintenant. Quels sont ces profils-là? Comment ils ont évolué? Est-ce que c'est des gens qui partent de rien, c'est-à-dire qui ont des formations qui sont autodidactes, ou est-ce que c'est de plus en plus de gens qui finalement ont aussi une formation académique, mais qui ont ce profil un peu de hacker éthique? Alors, effectivement, il y a une dizaine d'années, il y en avait déjà, mais il y en avait beaucoup moins. Mais bon, la question de la cybersécurité, il y a 10 ans, loin d'être ce que c'est aujourd'hui, hein, les choses évoluent quand même très rapidement. Il y a quand même, chez les hackers éthiques, il y a quand même beaucoup d'autodidactes. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas besoin de sortir d'une école d'ingénieur pour être bon. Il y a des gens qui, naturellement, sont, je ne vais pas dire prédestinés, mais qui ont, par goût, par curiosité, etc., la possibilité d'être bons dans ce qu'ils font. On en a beaucoup des comme ça. Par contre, le hacker éthique tel qu'on l'entend aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps que l'on en parle réellement. Alors, je dirais qu'on en a eu quelques-uns qui sont apparus avec le mouvement des Anonymous. Je dirais que ça a été vraiment le point de bascule, le mouvement des Anonymous où pour des raisons purement éthiques, mais alors éthique ne veut pas dire forcément dans le sens d'une politique d'un État. C'est pas contre une politique d'un État, mais sur des grands principes éthiques, eh bien, vous aviez une communauté qui essayait de faire avancer les choses sur ce domaine de cybersécurité. Je dirais plus largement dans le cyberespace.
vous aviez déjà eu, d'ailleurs, au milieu des années 90, je crois que c'était en 96, un Américain qui avait créé la constitution du cyberespace. Et il avait fait la déclaration d'indépendance du cyberespace. Vous voyez, et c'est D'accord. des mouvements un peu en marge finalement de la société traditionnelle. Alors quand je dis société traditionnelle, c'est pas péjoratif, c'est la société du monde physique. Hein. Oui. Je pense que le hacker éthique, c'est celui qui a compris que le cyberespace, c'était pas le monde physique, c'était qu'il y avait bien un pont entre les deux, et le pont, ben, c'est peut-être lui ou en tout cas l'utilisateur, et qu'il y avait cette capacité de réflexion d'un monde virtuel différent. Et puis c'est voilà le pont qui est l'utilisateur, qui est notre société physique, et bien le lien, en tout cas sur ce qui était négatif pour l'utilisateur, et bien le hacker éthique a essayé de corriger. Et je pense que ça c'était quelque chose de salutaire. Alors la difficulté, c'est que quand il y a des hackers éthiques, il y a des hackers moins éthiques, on appelle d'ailleurs des cybercriminels hein, chez nous. Donc voilà, mais ça c'est totalement humain. Hein, donc il était à une époque on braquait les fourgons pour voler de l'argent. Aujourd'hui, on vide des comptes bancaires. Voilà, c'est la méthode est différente, le résultat est identique. Mais ça, c'est de la cybercriminalité, mais qui utilise, je dirais, les failles des systèmes informatiques au sens large. Et c'est intéressant ce que vous dites tous les deux parce que justement vous avez évoqué la distanciation qui peut y avoir, enfin oui la distanciation qu'on pourrait établir entre le monde virtuel et enfin le cyberespace et le monde réel. Mais justement pour revenir sur les gens que vous avez cités, les Anonymous, on se rend compte, et surtout actuellement avec le mouvement Black Lives Matter par exemple, on se rend compte que les Anonymous deviennent de véritables leaders d'opinion grâce aux réseaux sociaux. Et en fait, ça ne fait qu'accentuer le lien qu'il pourrait avoir entre les hackers, ou bien le lien grossièrement qu'il pourrait avoir entre le cyberespace et la réalité finalement. Puisque ces gens-là gagnent en influence, s'imposent répondent à des questions de société, et finalement ne sont pas que dans un monde en marge ou bien loin de la réalité. Moi, si je peux me permettre, juste pour rebondir dessus, je pense pas qu'ils répondent à des questions de société. Ils répondent à un vide. Et vu que la nature a horreur du vide, ils s'engouffrent dedans. Mais si on prend le mouvement actuel, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une création conceptuelle virtuelle. On crée des hashtags, on mobilise des gens, et à partir de là, on crée un dialogue diffus et confus. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop ce qui se passe, on ne sait plus vraiment à quoi ça correspond. Par exemple, si je prends le hashtag Blackout Tuesday, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas d'où ça venait, quelle était l'origine, quel était le but. Et donc, il y a eu, par exemple, si on regarde les réseaux sociaux, il y a eu un déferlement de haine des deux côtés. Enfin, même, il n'y a pas deux côtés. Hein. Ce débat, il est multidimensionnel et ça ne forge pas l'apaisement. C'est-à-dire il faut pas oublier que l'espace, le cyberespace, c'est un espace d'expression. Mais il n'y a pas encore de limite. C'est-à-dire que, par exemple, là, il y a une loi un projet de loi en cours qui est porté par Laetitia Avia pour lutter contre la cyber-haine, précisément parce qu'on a du mal à réguler cet espace-là. Et vu qu'on a du mal à le réguler, il y a un impact réel, il y a une dangerosité réelle de ce cyberespace. Et donc, c'est aux usagers de faire attention à leur utilisation de ces données, à l'utilisation de leur propre expression, pour éviter de créer un chaos. Parce que quand vous êtes un usager sur votre ordinateur, vous répondez à une émotion, à un raisonnement, à une pulsion qui est propre à vous, ou sinon vous fédérez avec un autre groupe. Mais là-dedans, vous n'êtes pas conscient de l'impact physique ou réel que ça peut avoir dans la rue. Et malheureusement, on le voit aujourd'hui en France, on le voit dans d'autres pays, c'est que ça part d'une diffusion, d'une vidéo qui a un impact émotionnel réel, et vous avez des gens qui vont l'utiliser à mauvais escient pour favoriser la haine, les tensions, les crispations, et raviver des débats qui peuvent être légitimes ou non. Et donc là, par exemple, on voit, il y a des mouvements de violence qui partent de ça, alors que c'est pas l'objectif du tout du cyberespace. Au départ, c'était de la transmission d'informations. Faut penser à ça, hein. La création d'Internet, c'est le savoir, au départ. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des utilisations extrêmement particulières d'Internet, dangereuses, et qui répondent pas à ce besoin.
il n'est pas question de faire la police d'Internet, il est juste question de faire attention à son utilisation pour envisager l'impact que ça a sur les gens et sur sur l'état dans lequel vous vivez. Parce que, on l'a vu, hein, il y a des mouvements d'opinion qui ont détruit des vies, euh, qui ont jeté l'opprobre sur des gens, alors qu'on a des institutions qui sont normalement faites pour réguler ça. Donc, moi, c'est mon opinion, c'est l'engagement que j'ai sur la cybersécurité, c'est-à-dire que Internet est un outil, ça doit pas nécessairement ça doit pas être une arme, en fait. Au contraire, ça doit être un outil pour les institutions qui existent déjà, ça doit favoriser le savoir, et ça doit surtout permettre de protéger les droits fondamentaux qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de charte du cyberespace, c'est précisément cet objectif-là. C'est-à-dire que normalement, avec Internet, vous êtes plus libre. Et on voit qu'il y a plein de pays qui ont, dans leur évolution, utilisé Internet pour favoriser l'expression démocratique et ses droits. Il ne faut pas que ça devienne une arme de destruction des droits. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, enfin si je me fais bien comprendre dans ce que je veux signifier. Non, c'est très clair, et d'ailleurs merci de ton propos. Je vais revenir justement à des questions qui portent plus sur le parcours académique et des questions qu'on a posées. On nous demande, en entrant en école d'ingénieur en informatique pour se spécialiser dans le domaine de la cybersécurité, comment s'acquiert l'expérience et la spécialisation dans le domaine, et quel type d'entreprise faut-il viser pour les stages, quel type d'entreprise faut-il viser en stage pour mettre toutes les chances de son côté en sortie d'études? C'est une bonne question. Je ne connais pas trop les cursus des écoles d'ingénieurs parce que je ne connais pas, tout simplement, que c'est pas trop mon domaine. En tout cas, les aspects purement ingénierie et technique. Mais un rendez-vous annuel qui est assez intéressant pour ceux qui veulent aborder le monde de la cybersécurité, c'est tous les ans en janvier le Forum international de la cybersécurité à Lille. C'est tous les acteurs français et puis et certains étrangers également sont présents sur ce salon, et ça c'est l'occasion de voir non seulement ce qui se fait en matière de produits de cybersécurité, mais également les organismes de formation sont présents, et puis vous avez aussi les institutions étatiques qui ont en charge les questions, ils sont présents. Donc là, vous avez tout le panel pour avoir à disposition une information la plus large possible, et normalement, vous devez y trouver votre bonheur. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, après, il faut se déplacer à Lille, évidemment, mais c'est gratuit. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est le genre d'événement où vous pouvez vraiment trouver l'information qui sera la plus en phase avec ce que vous cherchez. Je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se fait à Strasbourg tous les ans, si il y a des Alsaciens. Voilà, donc, il y a des choses qui se font. Et c'est lors de ce genre d'événement que vous allez trouver ce qui vous correspond. Hein, c'est difficile de dire telle formation est mieux que celle-là. Je pense qu'elles sont toutes bonnes et elles ont toutes des lacunes. Donc je pense qu'il faut jauger ça par vous-même en fonction de votre appétence pour la chose. Est-ce que vous voulez faire de la cybersécurité dans une institution publique ou dans le secteur de l'énergie ou dans une PME qui fait de la restauration de bâtiments historiques? Vous voyez, votre projet va être déterminant dans ce que vous allez faire comme parcours, en tout cas comme fin de parcours. Donc voilà, c'est un peu, je dirais, en fonction de vos objectifs personnels. Donc il y a pas de solution miracle. C'est à vous aussi d'aller chercher ce qui peut vous correspondre. Moi, je compléterais ça en parlant d'un réseau social, dont je tairai le nom que tout le monde connaît, qui existe maintenant, qui permet d'avoir des opportunités d'emploi dans le monde entier en restant chez soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez votre CV sur le net, vous faites candidature simplifiée. Si vous avez pas envie de faire des lettres de motivation, vous avez des offres. Vous pouvez être par exemple à Saint-Flour dans le Cantal et vous pouvez postuler à une offre au fin fond de la Silicon Valley. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Et il y a un champ des possibles avec cette application qui est incroyable. Moi, pour ma part, j'ai trouvé
mes 2 emplois en sortie d'études via ce réseau social. Parce qu'il suffit d'identifier la personne qui concentre vos intérêts, de la contacter, d'échanger poliment avec toute courtoisie sur son parcours, et puis après vous vous lancez, parce que c'est tout à fait possible. Il y a aucun facteur limitant aujourd'hui. La mobilité, c'est plus un problème. Le fait d'être en province, dans une grande métropole, non plus, parce que ce réseau social, pour moi, il est sous-exploité encore. On fait pas assez on n'explicite pas assez ses potentialités, ses opportunités, et trop peu de gens l'utilisent à bon escient. C'est-à-dire qu'il faut, c'est une plateforme d'emploi. C'est-à-dire, je serais pas étonné que dans 15 ans, il y ait des institutions publiques dédiées à la recherche d'emploi qui disparaissent au profit de cette application. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout trouver. C'est-à-dire, si vous voulez faire de la cybersécurité, vous pouvez trouver une offre Silicon Valley, à Mumbai, à Pékin, à Jobourg, c'est en restant chez vous. Donc moi, j'incite et j'invite les personnes qui nous écoutent intéressées par la cybersécurité, qui n'ont pas de contact personnel, intime avec quelqu'un qui travaille dans le domaine, d'utiliser ce réseau social à bon escient. C'est totalement vrai. Bon, je pense qu'on peut le citer, hein. Désolé de casser le mythe, Brice. On parle bel et bien de LinkedIn. Mais et en effet, c'est un outil très puissant. On le recommande en fait publiquement aux jeunes étudiants, que ce soit en recherche de stage ou même en recherche de premier emploi. Et c'est un outil très puissant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a contacté Stéphane. Et justement, c'est intéressant que vous mentionnez les modalités, enfin, les outils qu'on peut utiliser pour rechercher un emploi dans la cybersécurité. Et on a une question, c'est est-ce qu'il y a des secteurs qui recherchent, qui recrutent plus que d'autres dans la cybersécurité? Est-ce que c'est les banques? Est-ce que c'est les entreprises dans l'énergie? Est-ce que c'est grossièrement les grands groupes? Est-ce que c'est le secteur public? Quels sont les secteurs à privilégier ou du moins qui recrutent énormément de profils dans la cybersécurité? Je dirais que c'est tout secteur confondu. C'est une problématique qui touche tout le monde. Donc, je dirais que toutes les entreprises dimensionnées, en tout cas, et qui peuvent se permettre d'avoir un service SSI ou cyber, recrutent des profils. Les institutions publiques aussi. Et par exemple, même les armées recrutent régulièrement des jeunes diplômés comme officiers sous contrat pour le ComCyber. Donc c'est le commandement cyber aussi bien dans le public que le privé. Ça sera plus difficile dans des petites entreprises où ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un personnel dédié ou dédié à cette question. Mais sur les entreprises de taille intermédiaire, les grandes entreprises et les institutions publiques, ils recrutent tous en cyber. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Hein, vous regardez sur les sites d'offres d'emploi. Alors, généralement, ils appellent ça SSI. Mais il y a énormément de postes, pas forcément vacants, mais de création de postes. D'accord. Justement, quelqu'un pose la question, en sortant d'école d'ingénieur en informatique, donc en ayant des compétences techniques proches du code ou bien de coding tout simplement, vers quel métier concrètement, vers quel métier dans la cybersécurité peut-on s'orienter? Probablement, ce sont les gens qui travaillent avec vous et qui... Vous pouvez tout faire. Si la personne en question veut tester des vulnérabilités d'entreprise pour le compte de son entreprise, elle peut devenir pentester. Si elle a envie d'être au contact de grands comptes, elle peut devenir consultante ou consultant. S'il a une envie de carrière, il peut devenir RSSI, responsable de sécurité des systèmes d'information. C'est extrêmement divers. À partir du moment où il a juste envie et qu'il est capable de motiver son envie de rejoindre le domaine de la cybersécurité, il n'y a aucune limite. C'est vraiment pas un secteur limitant en fait. Il n'y a pas du tout de facteur discriminant. C'est pas le cas du tout. Plus est, si vous sortez d'études cette année ou les années futures. Vraiment pas. La cybersécurité est en recherche de talent, en recherche de compétences,
et on recherche des personnes qui sont intéressées et motivées par le secteur. Donc s'il est motivé, ou il est motivé, il postule et je lui souhaite toute la réussite possible. Juste pour rajouter, c'est surtout une question de motivation Voilà. et de préparation de son projet. J'ai envie de quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Et à partir de là, eh bien, c'est un peu en entonnoir, hein, en plus vers quelque chose qui est plus précis et qui correspond, et puis on finit par trouver. Après, faut pas non plus se limiter et dire je veux absolument ce truc-là payer autant à tel endroit. Là, ça va être plus compliqué. Hein, il faut aussi avoir de la flexibilité dans une recherche d'emploi. Surtout si vous avez eu une bonne formation, normalement, il n'y a pas de raison. Si vous regardez les taux de placement des étudiants des écoles d'ingénieurs, généralement, on est autour de 90-95%. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas quelque chose qui puisse vous correspondre. Et d'ailleurs, pour rebondir dessus, on peut le voir avec le confinement, hein, les entreprises spécialisées dans la cybersécurité n'ont pas arrêté de recruter. Au contraire même. Les activités ont connu une croissance réelle. C'est un des secteurs qui n'a pas du tout été impacté par le Covid. La preuve, hein, j'ai été recruté en plein confinement. Donc, D'accord. En tout cas, on pourra noter que c'est un secteur porteur. C'est probablement un secteur d'avenir vu la recrudescence des emplois et le fait qu'il soit qu'il ait résisté un peu à la crise du Covid. Justement, on en retiendra que énormément, que peu importe en fait finalement votre origine académique, vous pouvez motiver un projet professionnel dans la cybersécurité et que cela demande au moins de la motivation et de l'appétence pour le sujet. Et pas d'autocensure. Est-ce que vous aurez justement un mot pour la fin, Stéphane et Driss, un conseil pour les étudiants? Je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être curieux dans la vie. Si vous voulez réussir votre carrière professionnelle, votre vie professionnelle, hein, faut pas forcément voir ça en termes de carrière, mais de vie professionnelle, ben, il faut être curieux, il faut toujours s'intéresser à votre environnement professionnel, et c'est ce qui vous permet d'évoluer et d'aller toujours plus loin, de pouvoir anticiper et finalement de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'évoluer. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je dirais que la cyber, c'est notre avenir. Donc, si on veut avoir un impact sur notre avenir et maintenir ou améliorer nos acquis civiques, il faut s'engager dans la cyber parce que c'est l'avenir de notre mode de vie qui est en jeu. Rien que ça. Non, merci en tout cas. Merci de votre présence. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions et aux questions de nos auditeurs. En tout cas, pour ma part, merci à vous et bravo pour l'initiative. Vraiment, ça a un vrai impact et bravo d'y avoir pensé et de vous engager dessus. Félicitations. Merci. Totalement, un grand merci. Félicitations à toute votre équipe et à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter surtout, parce que sinon ce serait moins passionnant. Hein. Et puis, vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin, ce sera avec grand plaisir. Super. Est-ce que vous souhaitez probablement je sais pas, peut-être ou non, qu'on rappelle vos réseaux sociaux peut-être, ou si des étudiants voudraient échanger avec vous ou vous contacter? Moi, j'ai aucun problème, au contraire. Ok. Et Idem, moi c'est pas compliqué, c'est mon nom, donc pas hésiter. C'est ça, c'est pareil pour les deux et de toute manière vous les voyez affichés sur le live. Stéphane Mortier et Driss Garmoul. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà. Je pense qu'on va couper le live. Merci à tous. Merci à tous. Un bon week-end. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Merci, bon week-end. Bon week-end, merci.